Cool. Très bien, donc j'avais déjà fait un workshop avec Jeda du coup sur comment devenir data scientist, donc je travaille actuellement chez SNU en tant que data scientist. Mais du coup pour ce workshop spécifique aujourd'hui on va voir en fait principalement 3 outils cloud qui sont, alors je ne sais pas si on peut dire méconnus, qui ont eu beaucoup de succès. Donc est-ce que vous connaissez tous BigQuery? Ok, bon, la majorité connaissent BigQuery. Est-ce que vous connaissez tous Google Colab? Non, ok. Est-ce que vous connaissez tous Data Studio? Non plus. Ok, très bien. Certains connaissent. Du coup, pour vous dire, en fait, BigQuery c'est très connu comme data warehouse. Google Colab ça a été un outil qui ressemble, j'imagine si vous avez suivi soit des cours de data, soit du développement, tout ce qui est Jupyter Notebook. Donc peut-être que vous connaissez, en fait c'est, voilà, on va voir ça ensemble. Et Data Studio c'est aussi un outil de la suite Google. Donc en fait on va utiliser que des outils cloud de la suite Google. Bien sûr il n'y a pas de partenariat commercial, hein, c'est juste ce sont des outils qui sont gratuits et qui sont aussi très utilisés en production ou dans des entreprises, donc qui sont assez intéressants pour ça. Donc du coup nous on va se focaliser sur les deux, BigQuery qui est un data warehouse et Collaboratory qui est comme un projet Jupyter Notebook qui va nous permettre d'exécuter du code sur des environnements cloud. Pourquoi on a choisi des outils qui sont hébergés sur le cloud? Parce que ça nous permet, selon l'entreprise où vous êtes, de vous affranchir de pas mal de choses, à savoir de réduire vos coûts, ce sont des outils qui sont gratuits, de bénéficier d'énormément de performances fournies par Google, et aussi de pouvoir avoir des projets qui sont stabilisés en termes de maintenance serveur, de production ou de collaboration avec vos équipes, etc. Donc d'abord BigQuery, en fait BigQuery, donc, on associe ça, pour dire ça assez simplement, à une grosse base de données. En fait c'est un data warehouse mais qui est très puissant et qui permet de gérer de très gros volumes. Et pour cela, en fait, c'est basé sur 4 principes spécifiques. Le premier principe, c'est qu'en fait, quand vous exécutez une requête, du coup pour ceux qui ont fait du SQL, en fait quand vous allez, vous imaginez une table, un tableau, et en fait les requêtes vont être exécutées sur plusieurs serveurs, et pas sur un seul serveur, ce qui va permettre de répartir la charge des agrégations d'une requête. Et par exemple, vous faites une requête simple où vous voulez faire une somme d'un tableau, et ces requêtes-là vont être exécutées sur des nœuds de serveurs spécifiques. Du coup, ils sont basés sur un autre système qui s'appelle Colossus qui permet de distribuer les fichiers. Donc, en général, quand on parle de gros volume, on parle de terabytes, pétabytes, ce qui fait que en fait, les fichiers sont tellement volumineux qu'on ne peut pas les stocker sur un seul serveur. Et donc, on est obligé de gérer des clusters de serveurs et donc de séparer les fichiers en petits chunks, ce qu'on appelle des chunks, des petits fichiers, donc de splitter en gros nos fichiers en plusieurs fichiers. Ensuite, c'est basé sur un autre système qui s'appelle Borg qui permet de gérer des clusters. Donc gérer des clusters, en fait, vous imaginez plein d'ordinateurs. Il va falloir du coup agencer en fait ces différentes requêtes et ces différents fichiers sur plusieurs serveurs et du coup pouvoir donner à chaque machine des instructions spécifiques qui vont permettre du coup de pouvoir exécuter telle ou telle tâche. Et donc ça, c'est un système en gros de management, de gestion. Et le dernier, en fait, Google aussi, l'intérêt d'utiliser ces outils cloud, c'est que vous bénéficiez d'un réseau qui est propre à Google et qui a déjà aucun point de failure quasiment et qui permet d'être très rapide. Et du coup, quand vous chargez de très gros volumes de données, vous vous rendez compte que sur un Wi-Fi local, par exemple, ça va pas assez lentement, alors qu'en bénéficiant de leur système, vous pouvez charger des pétabytes très rapidement. Donc, première chose, BigQuery. Deuxième chose, alors voilà. Un petit point sur BigQuery, vous avez en fait un schéma qui est très spécifique. En général, quand on imagine une base de données, on imagine un tableau à 2 dimensions, comme vous avez sur la gauche, avec plusieurs lignes et des champs par ligne. En fait, BigQuery va faire ce qui s'appelle du nestage, donc ça veut dire va imbriquer différents champs dans une seule ligne. Donc je vais vous montrer après, en termes pratiques, comment ça se représente. Mais c'est une petite notion à bien savoir, en tout cas sur ça, que chaque ligne contient plusieurs autres lignes en fait imbriquées. Et du coup ça va impacter la façon dont on va écrire nos requêtes. Ça ne va pas être juste une requête en général, ça se rapproche de SQL, mais du coup il va y avoir certaines notions qui vont être différentes. Ensuite Google Colab. Donc Google Colab en fait c'est un système qui nous permet d'écrire ce qui s'appelle des notebooks. Donc juste en gros vous allez voir plusieurs cellules d'exécution de code.
Et pour ça, en fait, il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que c'est gratuit. Le deuxième, c'est que c'est intégré à Google Drive, ce qui vous permet de en fait, collaborer avec différentes personnes ou même de le publier ou de le partager. Vous avez tout ce qui est GPU gratuitement. Donc en fait, des GPU Tesla K80, c'est ce qui se fait de mieux dans l'exécution, entre guillemets, en gros de processus. Donc processus très rapide qui vous permet d'exécuter énormément de calculs d'un coup. Voilà, semblable à Jupyter Notebook et collaboratif. Là, c'est vraiment théorique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais du coup, nous, on va voir après, de façon concrète et pragmatique, comment ça s'illustre. Voilà, quelles données on va analyser aujourd'hui? Donc, en fait, j'ai pris des données qui sont assez communes. Donc, en fait, on a deux sources. La première, c'est Google Analytics. J'imagine que vous connaissez tous Google Analytics. C'est utilisé pour traquer diverses activités sur des sites web en général. Pareil, c'est un outil qui est gratuit qu'en général on utilise tous, que ce soit pour du merchandising, que ce soit pour un site vitrine, que ce soit pour n'importe quoi, pour voir un peu les activités, sources de trafic, page view, sessions, etc. Donc là, nous, on va utiliser des données du store merchandising de Google, qui sont des données qui sont publiques et donc qu'on peut requêter et analyser. Ensuite, on va utiliser une autre base de données, un autre dataset qui est public, qui s'appelle Google Analytics for Firebase, et en gros qui est une déclinaison de Google Analytics, mais pour tout ce qui est application mobile. Donc ça va en fait vous donner les mêmes données, activités, enfin sources de trafic, page view, sessions, etc. mais avec un tracking spécifique fait pour des applications mobiles. Et là, ça provient d'une application test, donc qui n'est pas référencée par Google, mais en gros qui est un genre de jeu qui a été fait, donc très très simple. En fait, ils ont fait ça pour ce qu'on appelle populer des données, donc en gros mettre des données un peu aléatoires qu'on va pouvoir aussi requêter. C'est simplement là le but, nous, de pratiquer et d'avoir la forme de ce que c'est en état de production, donc de se rapprocher au maximum d'une forme de production vraie. Et enfin Data Studio, donc ça en fait c'est un petit plus, donc on va pas le voir en détail, mais on va voir certaines visualisations. Ça permet sur de grosses requêtes, par exemple BigQuery, de pouvoir simplement visualiser ça sous forme de graphe assez rapidement, donc line chart, mark chart, pie chart, etc. Tout type de chart, on va pouvoir... Oui. Le Data Studio, c'est une open source ou... Alors ça en fait, ça c'est hébergé par Google directement, et tout comme BigQuery et Google Colab. En fait, c'est pas de l'open source à proprement parler, c'est juste des services gratuits. Donc pour vous dire en gros que l'open source en fait, dans une notion de on peut l'installer, on peut le modifier, on peut l'héberger nous-mêmes, là en gros tout est ce qui s'appelle un service managé, tout est managé par Google directement. Donc en fait vous n'êtes pas libre de maintenir ça sur vos serveurs, et en fait l'intérêt c'est tout simplement justement de profiter de leurs serveurs qui mettent à disposition gratuitement. Et maintenant on va voir en pratique comment on fait. Donc du coup, est-ce que vous pouvez vous connecter à BigQuery sur la console tous? Donc pour ce faire, vous pouvez aller sur console query. Est-ce que vous voyez? Oui. Okay. Donc il faut que vous soyez connecté normalement et vous pouvez vous y connecter gratuitement. J'ai un lien à vous envoyer, je ne sais pas si je peux vous l'envoyer sur Slack ou pas. Si vous voulez sur Slack, normalement vous avez tous reçu un mail vous invitant sur le Slack de Jeddah. Vous mettez sur le général et voilà. Alors pour ça, il va falloir que vous créiez un projet ici, un nouveau projet. Vous renseignez le nom de votre projet et ensuite vous pourrez charger du coup en remplaçant ici l'ID de votre projet. Je ne sais pas si vous voyez bien. Dans l'URL que je vous ai envoyé sur Slack, l'ID du projet pour charger vos données. Est-ce que vous y arrivez? Pas de réponse. Très bien. Underscore une date. En fait, BigQuery va stocker l'intégralité des trackings des sessions par jour. Ce qui fait qu'en fait, pour requêter tous les jours, vous pouvez juste ajouter un wildcard comme ça, qui vous permet de requêter l'intégralité de la table. Donc là, vous traitez quand même beaucoup plus de volume de données. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer BigQuery dans son interface.
Et donc vous pouvez avoir plusieurs informations sur la table. Donc là c'est tous les champs qui sont dans notre table. Voilà, donc il y en a pas mal. L'intérêt en fait de charger ça, c'est quand vous avez en fait vous avez déjà des interfaces Google Analytics ou Google Analytics pour Firebase qui vous donnent des statistiques, mais parfois vous avez besoin quand même d'effectuer des requêtes beaucoup plus précises sur ça. Ce qui fait en gros que vous allez être beaucoup plus libre de charger toutes vos données dans BigQuery, de pouvoir effectuer des requêtes SQL là-dedans. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, créer, du coup, est-ce que vous avez tous reçu le lien de partage du notebook Jeda ou pas? Pour ceux qui ont Slack. Sinon, après, on vous les enverra, j'imagine, par mail. On vous l'enverra, En tout cas, on vous l'enverra. Donc voilà, on va se faire, je sais pas, une autre petite requête. On va se faire le nombre de visites par date, voilà, un truc basique. Donc on va se faire ça. Yeah. Voilà, donc là en gros on vient de faire une requête agrégée pour avoir le nombre total de visites par date sur l'ensemble de notre session. Et en fait l'intérêt aussi, donc pour vous montrer Data Studio, c'est que vous pouvez directement explorer des grosses requêtes dans Data Studio. L'intérêt du coup c'est de l'avoir sous forme de série graphique. Voilà, donc là vous allez voir, en fonction des dates, vous allez avoir le nombre de visites. Donc en fait, l'intérêt d'utiliser par exemple Data Studio sur ce genre de requête avec BigQuery, c'est que c'est très coûteux pour certains logiciels, que ce soit open source ou même de visualisation, de pouvoir traiter et gérer autant de volume de données. Donc en fait là, la suite, comme tous les outils sont intégrés, ça vous permet vraiment d'avoir des quick view, quick visualization sur certaines données. Ce qui peut être en fait très très pratique quand il s'agit de faire de la requête sur de très gros volumes. Des questions jusqu'ici ou pas? Tu peux revenir comment tu as fait en fait? Ah oui, pardon. Donc du coup, tu as un truc qui est exploré dans Data Studio directement. Donc la requête, en fait, tu peux aller afficher sous forme de tableau dans Data Studio. Ok, alors du coup, on va passer directement sur Collaboratory aussi pour vous montrer l'intégration de BigQuery. Est-ce que BigQuery c'est plutôt clair pour vous ou pas? Le même principe que Microsoft SSDT. Exact. Ça se ressemble. Tu mets avec les serveurs stockés en Absolument. Du coup, pour créer un notebook, vous pouvez faire en fait dans Drive directement un nouveau Collaboratory notebook. Donc ça, il n'y a pas de surprise là-dessus. Et donc en fait, vous allez avoir du coup, donc là je vous ai mis plusieurs commandes magiques qui peuvent être très utiles dans BigQuery, dans Collaboratory, pardon. Mais nous, on va aller directement en fait faire de la requête parce que c'est ce qui nous intéresse. Voilà, donc la première chose à faire, c'est s'authentifier. S'authentifier, pourquoi? En fait, ça va nous permettre d'utiliser nos données de projet de BigQuery directement dans Collab. Donc pour ça, vous avez une librairie qui s'appelle google.collab qui vous permet de faire une fonction pour s'authentifier. Donc là, ça met un petit moment juste pour charger. On va se connecter à notre projet. Autoriser. On copie le lien et on le met là et on va être authentifié. Donc on va passer directement, donc voilà, après importer des librairies, en fait ça c'est vraiment comme du code Python, il n'y a pas de surprise, il y a des imports de librairies, il y a des installations de librairies qui sont un peu particulières, oui. Yes. Alors c'est peut-être trop agrandi. On l'a agrandi un peu moins. Est-ce que là c'est bon, vous voyez tous bien? Okay. Voilà, pour les installations de librairies, on va passer blabla, import de fichiers. Ça, je vous ai mis les fonctions directement. Nous là, ce qu'on va voir, c'est directement, voilà, pareil, on va aller voir une première requête sur Google Analytics. En fait, on va pouvoir même se répliquer notre requête. Ok, donc on va se refaire un petit code. Donc en fait, pour utiliser BigQuery, vous avez une fonction assez magique qui vous permet d'importer, en fait, Collaboratory a déjà beaucoup de librairies qui sont pré-empaquetées. Donc ça veut dire que c'est des librairies qui sont déjà installées, qui vous permettent de ne pas réinstaller. Donc BigQuery, par exemple, pour y accéder, c'est un service que vous pouvez appeler
en faisant pourcentage BigQuery. Et ensuite, il va falloir bien sûr spécifier un projet. Donc là, moi, mon projet, c'est block data. OK. Et ensuite, vous allez pouvoir spécifier en fait un data frame en utilisant Panda qui vous permet en gros de dire, bah, là, nous, c'était DF Total Visits. Donc là, nous, on va stocker en fait après coup dans un data frame pour pouvoir l'exploiter et le visualiser éventuellement. Donc là, vous pouvez écrire en fait directement votre requête. Select, c'était somme, on va se refaire le même de total visits. Total visits from. Alors du coup là, c'est vrai que ça c'est un peu chiant. Pour récupérer juste les tables, vous pouvez retourner dans BigQuery ici pour avoir pas d'erreur. Et bien revoir vos champs. Et mettez toujours une limite, pensez-y, parce qu'en général, il y a énormément de données et quand vous ne mettez pas de limite, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc voilà, là on a en fait le total des visites qui ont eu lieu sur tout l'ensemble de notre base. Sur 100. Pardon? Sur 100. Sur 100 lignes. Sur en fait l'ensemble de la table qui est là. Donc en gros c'est le nombre de visites total et le nombre de lignes du coup. Donc on 100 lignes. C'est-à-dire 100 lignes. Limité sur 100. Ah oui, limité sur 100 lignes bien sûr, oui, exactement. Pas en total. Exact. Voilà. Donc en gros, tac, on va reprendre ça. Voilà. Limite 100. Pour limiter sur 100 lignes bien sûr. Ok. Après on pourrait la faire tourner sur tout. Bon là je pense qu'on peut d'ailleurs la faire tourner sur tout. Parce que ça reste quand même pas une très grosse table. Et c'est pour vous montrer qu'en 10 secondes, voilà, ça tourne. Donc ensuite on peut faire nous notre group by. Donc on avait dit group by date. Alors du coup, pour les dates, comme on avait vu là, c'était des dates qui sont un peu mal formatées. Du coup, on va bien les formater. Format date. Donc on va utiliser des fonctions. En fait, pour vous dire, vous avez énormément de documentation. Fonction BigQuery. Voilà, vous avez tous les opérateurs et toutes les fonctions qui sont décrits ici et comment les utiliser. Donc là, vous les avez là. Nous, on va réutiliser ici des fonctions standards juste là pour traiter une date. Donc on va utiliser une autre fonction qui s'appelle parseDate, qui va nous permettre en gros de formater ces dates-là en format année-mois, histoire d'y voir un peu plus clair. Donc là, on va formater, donc on va dire qu'en gros, on prend notre format qui est comme ça, donc ça, on va le convertir. Donc on va dire que c'est un pourcentage year, pourcentage mois, pourcentage jour de date. Et que cette date-là, nous, on veut appliquer un pourcentage année, pourcentage mois. As date. Voilà, excellent. Group by date. Voilà, donc là on a le total des visites par date agrégé par mois et après on peut faire un order by date. Voilà, donc là on a le nombre de visites par année-mois. Okay. Donc là ce qu'on veut faire, maintenant qu'on a fait notre requête, on a exécuté cette magnifique requête, on va prendre notre data frame, on va remettre un bout de code. Et en fait ce data frame on peut directement le visualiser. Donc là on va juste visualiser les 10 premières lignes. Voilà, magnifique. Et ça ensuite on peut le plotter en utilisant du coup voilà, pour faire simple une fonction line. Donc x ça va être nos dates et y ça va être nos total visits. Voilà, et donc là on a un graphe qui montre le total visite par date, simplement. Donc voilà, l'important à retenir ici, en tout cas quand vous pratiquez, c'est que en fait, vous pouvez exécuter une requête sans la stocker directement dans un data frame, mais l'intérêt c'est de pouvoir appliquer après certaines fonctions de ce data frame via la librairie Panda. Et en fait, ça vous permet, en spécifiant un nom de data frame, de pouvoir le réutiliser n'importe où. Oui. Là, la librairie est automatiquement chargée en fait, parce qu'on n'a pas vu les imports. Exactement, j'ai même pas eu besoin de faire tourner les imports, en gros c'est déjà pré-empaqueté, donc quand vous chargez en fait un environnement Colab,
Panda, BigQuery D'accord. sont déjà chargés. Après, vous avez des librairies, genre si vous voulez une autre librairie de visualisation, scikit-learn, Ok. TensorFlow, etc. C'est des choses à charger. Ok. Mais là, nous, on n'a même pas fait d'import, donc tout était déjà là. Donc c'est assez rapide de voter au début. Bon, après, charger des librairies, ça va assez vite, mais voilà. Ok, donc là, comme on arrive bientôt à... Donc il nous reste un quart d'heure quand même, on va aller rapidement. Donc là, voilà, je vous ai mis d'autres exercices pour que vous puissiez pratiquer si vous voulez faire ça. Donc là, les total visits par type de source. Donc après, vous pouvez explorer les schémas. Là, nous, on va juste aller voir Google Analytics for Firebase, qui est un peu plus complexe au niveau requêtage. Donc on va juste se mettre là. Donc ça, bon, là, le projet, on ne va pas le charger ensemble parce que ça met du temps. Mais pour vous dire, donc en gros, pour voir la structure des tables, en fait, vous avez toute une documentation qui est, voilà, qui est ici, donc dans le schéma des exports de BigQuery. Donc nous, on utilise en fait l'ancien schéma. Vous avez principalement, donc en fait, ils stockent pareil. Tous les jours, ils vont stocker une nouvelle table. Ils vont la stocker donc dans une table qui s'appelle Event. Si vous avez des applications déployées sur iOS ou Android, ils vont dupliquer ça sous forme de 2 datasets spécifiques. Et donc, en fait, vous allez avoir ici, pareil, tous les champs relatifs, donc tout ce qui est relatif aux devices, aux mobiles, aux applications, dates, aux événements. En fait, vous avez 2 types de dimensions à bien retenir. Vous avez tout ce qui est User Dimension et tout ce qui est Event Dimension. Okay, donc là, nous... Voilà, on va se remettre là. Donc pour requêter, en fait, c'est là où on va avoir une fonction qui s'appelle une fonction unNest. Pour l'instant, on va juste requêter une première dimension. Donc là, on va requêter le device info. Voilà, donc là, on a les device info. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas available dans la démo dataset. Et voilà. En gros, pour vous dire, il faut bien faire attention à cette structure de données. Et donc, en fait, quand vous avez ici un record en général, quand vous faites un aperçu, c'est que vous voyez ici tout ce qui est properties sont nestés. Du coup, on va voir comment on unnest tout ça. Donc, on va aller là. Je vais vous montrer la structure. Donc en gros, vous avez différents événements qui sont traqués de base dans votre application. Vous pouvez l'implémenter en programmation, c'est-à-dire mettre dans votre code directement des events custom. Mais par défaut, Google va traquer tout ce qui est défini ici. Donc plein d'événements de base. Donc le first open de l'app, la première fois que la personne a ouvert. Tous les in-app purchases qui ont été faits dans l'application. Est-ce que la personne a dismiss, ne veut plus recevoir de notifications? Est-ce qu'il a fait un screen view sur une certaine page? Est-ce qu'il a fait une session start, etc. Donc ça, c'est par défaut et ça va être traqué dans toutes les applications que vous allez développer. Et donc nous, en gros, on va utiliser cette fonction qui s'appelle unNest sur la partie EventDim. Donc la partie de dimension, elle est ici. En fait, là, vous avez UserDim et nous, on va utiliser la partie EventDim. Et en gros, le fait de l'unNest, ça va nous permettre d'accéder à chaque événement dans l'app pour un user particulier. Donc là, nous, voilà, on va lister. Donc voilà, lister tous les événements. Donc c'est pareil, la structure, en fait, vous appelez BigQuery, vous avez votre projet, vous avez votre data frame. Et là, nous, pour bien comprendre, en gros, on va utiliser cette fonction unNest qu'on va appeler event, qui va nous permettre, en gros, donc je vais vous montrer après comment ça se traduit dans un event. Et là, donc, on a tous les... En fait, sur cette application démo de Google, on a l'ensemble des événements, du coup, qui sont là. Donc, on retrouve des événements in-app purchase. Est-ce qu'ils ont passé un level fake, comme c'est un jeu, il faut bien penser ça. Voilà. Et nous, on va directement faire une requête, donc je vais vous la montrer ici. unNest, donc là, EventDim. Et en fait, chaque event a des paramètres. Et donc c'est pareil, on va les unNest aussi. Event.params. Ok. Et là, on va mettre.
comment ça, parce que ça ne sert à rien, et on va surtout afficher param. Ok, donc là voilà, vous avez en fait, pour un user qui aurait fait plusieurs événements, on va faire ce qui s'appelle un unless, qui veut dire que pour chaque user, on va afficher en fait plusieurs fois les événements qu'il a pu faire, parce qu'un user peut faire plusieurs événements. On va afficher d'ailleurs le info dot. Alors là, du coup, vous voyez, je me rappelle plus du schéma app instance ID, donc ce qui nous permet en fait de récupérer l'unique user ID as unique user ID. Voilà, donc là en fait vous avez le même user et on voit que ce même user il a fait plein d'événements. Okay. Donc tous ces événements ensuite ils ont au niveau des paramètres certaines valeurs qui sont définies. Donc si nous par exemple on prend un événement qui est qu'est-ce que j'avais pris moi comme exemple, spend virtual currency, voilà, on va prendre ça. I want.name égale spend virtual currency. On va limiter du coup tous les events qui sont des virtual currency and param.key égale value. Donc là en gros on veut la valeur dépensée par ces personnes. Et donc là en gros on va pouvoir avoir par exemple la valeur donc selon la devise, dépensée par chaque utilisateur dans notre app. Donc là, par exemple, ce qu'on va faire pour avoir ça, donc là, on a le nom de l'événement, le paramètre associé à cet événement, donc ça, c'est en gros des choses qu'on va définir dans notre code directement, et la valeur numérique de cet événement. Et pour ça, du coup, ce qu'on peut faire, on peut faire du coup une agrégation simple. On va grouper par unique ID, et on va faire une somme, donc on va enlever param, et on va faire une somme de param dot value dot int value as j'ai supprimé un truc. Somme de param dot value dot int value as total dépense. On va l'appeler comme ça. Et là, qu'est-ce que j'ai? Group by user ID. Et là, encore une erreur. Alors ce qu'on va faire, on va ça. On va faire ça. Et on va faire ça directement. Et j'ai toujours une erreur, pourquoi? Ça ne marche plus. Param value in value. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme ça là. Si normalement c'est ça. Et donc, alors j'ai dû me tromper quelque part. On va juste reprendre dans ça. Tac. C'était combien la question? Ça peut être à une seule Ah, comment tu sais que c'est à la fin? Alors du coup, un 8, il y a un problème avec la première ligne. le problème avec ça. As ID. Ok. Là, ça a l'air de marcher. Et on va name et ok, name et du coup somme de param dot value dot int value. Je pense que ça a été une erreur dans mon copier-coller, ça a dû faire un truc bizarre. Et nous on va grouper du coup.
Non, je pense pas que ça change. Ok. C'est juste qu'on a des Juste ton event name dans le groupe by. Non, c'est bon, je sais pourquoi. Exact. Parce que j'avais pas mon event name dans group by. Ah. Event name. Exact, merci Antoine. Donc voilà, oui, exactement. En fait, il fallait rajouter mon event name dans le group by parce que on groupait comme ça. Et là, on a notre magnifique, du coup, requête qui montre du coup la dépense totale par user. Du coup, bah, là, la devise est assez incertaine, mais au moins on l'a. Donc voilà, donc en gros, bon, là on arrive sur la fin, donc c'était pour vous montrer ça. Donc ça en fait ce schéma pour en tout cas Google Analytics for Firebase, il est un petit peu complexe parce qu'on est obligé d'utiliser des fonctions unnest pour ça. Mais du coup, voilà. Est-ce que vous avez des questions spécifiques? On arrive à la fin du cours.